Salut camarades. La guerre russo-géorgienne de 2008, ça a été un événement considérable. En effet, c'est la première fois depuis l'Afghanistan en 1979 que la Russie envahit un autre État. Alors comment comprendre une guerre menée contre un pays auquel la Russie a lui-même accordé l'indépendance en 1991? Cet épisode, fondamental de la Renaissance russe, est suffisamment sérieux pour que nous revenions aux racines du problème, c'est-à-dire depuis l'indépendance. La fin de l'URSS a déclenché une véritable passion séparatiste, et nulle part ailleurs le phénomène n'a été plus fort que dans le Caucase, qui semble abriter une infinité de peuples, dont certains ne comptent que quelques dizaines de milliers de membres. Il y a au total près de 80 langues vivantes dans le Caucase. Quand la Géorgie va déclarer son indépendance en 1991, trois autres peuples, vivant à l'intérieur de la République soviétique de Géorgie, vont à leur tour déclarer leur indépendance. D'abord, les Abkhazes et les Ossètes. Ce ne sont pas des Slaves, mais ce sont des chrétiens orthodoxes, et ils utilisent l'alphabet cyrillique, tout comme les Russes, et qui est différent de l'alphabet géorgien. De plus, ils sont bien évidemment bilingues russes, comme tous les soviétiques. Bref, ces deux petits peuples se sentent bien plus russes que géorgiens. Il y a aussi les Adjars, au sud de la Géorgie, qui parlent un dialecte géorgien, mais qui sont musulmans. Ils se sont convertis à l'époque ottomane. Bref, assez d'ethnologie. En avril 91, Gamsa Kourdia est élu président de la Géorgie. C'est un dissident soviétique, ce qui lui permet d'avoir une certaine popularité. Mais en décembre 91, il est victime d'un coup d'État de la part de Shevardnadze, que l'on va maintenant appeler Tchevar. Pendant plusieurs mois, la Géorgie va être dans une véritable guerre civile. Selon les Abkhazes, les Ossètes et les Adjars vont profiter pour se déclarer indépendants et expulser les troupes géorgiennes de leur territoire. Finalement, Tchevar le putschiste consolida son pouvoir, mais il était vu par la population comme un homme de Moscou, car il avait renversé un dissident et il avait été ministre soviétique. Il décida donc de mener une politique nationaliste, refusant de rejoindre la CEI et refusant tout compromis avec les séparatistes, avec lesquels une guerre commença. Petit aparté, la CEI, c'est la Communauté des États indépendants. C'est une organisation qui réunit les anciens États post-soviétiques après 91, et Boris Eltsine y tient beaucoup. Son principal objectif concernant la Géorgie est de lui faire intégrer la CEI. Boris Eltsine va donc soutenir les séparatistes pour faire pression sur la Géorgie. Il leur fournit des armes et ils font la guerre aux Géorgiens entre janvier 91 et septembre 93. En effet, en septembre 93, les Abkhazes obtiennent une grosse victoire sur les Géorgiens. Ils récupèrent leur capitale et l'ensemble de leur république. La situation des Géorgiens est désespérée. Tchevar n'a plus d'autre choix que de se soumettre à la volonté russe et annoncera le 30 septembre qu'il rejoint la CEI et qu'il autorise les troupes russes à stationner sur son sol. Dès lors, Boris Eltsine va l'aider à écraser la rébellion, qui, privé du soutien russe, ne pourra plus espérer s'en tirer. C'est un triomphe pour la Russie, qui occupe l'Abkhazie et l'Ossétie, bien qu'officiellement elle reste des régions autonomes de Géorgie, et a des bases militaires en Géorgie, et en plus, la CEI compte un membre de plus. Entre 1993 et 2003, Tchevar se maintient au pouvoir. La Géorgie est une sorte d'épouse infidèle, qui n'ose pas tourner le dos à la Russie, mais qui cherche discrètement l'appui de l'Occident. Ce fragile équilibre va être rompu lors de la révolution des Roses. Pour faire simple, lors des élections législatives de 2003, qui sont gagnées par Tchevar, des manifestations vont se propager, accusant l'élection d'être truquée. Tchevar va alors tenter de mettre en place un état d'urgence, mais l'armée va refuser de s'opposer aux manifestants qui entrent dans le Parlement en portant des roses, d'où le nom de cette révolution. Tchevar quitta le bâtiment, et après des rencontres avec des membres de l'opposition, il accepta de démissionner. Des élections présidentielles furent organisées, et l'opposant Mikhail Saakashvili gagna avec 96% des voix. Ce résultat à la soviétique ne gêne apparemment pas les grandes démocraties. Pour les États-Unis, il n'y a pas de doute, ils soutiennent à fond la nouvelle équipe. En fait, en 2004, ils financent le quart du budget géorgien. Alors il est difficile de dire à quel point cette révolution a été ou non spontanée, mais sachez que dans toutes les révolutions, ce n'est pas le peuple qui renverse le roi, mais c'est la cour qui laisse le peuple renverser le roi. Comme ici, c'est l'armée qui a laissé la foule entrer dans le Parlement. Saakashvili, pressé de reprendre le contrôle de l'ensemble de son territoire, va commencer par l'Adjari, pour trois raisons. Déjà, son dirigeant, un certain Hassan Abladjari, a bruyamment soutenu Tchevar. Ensuite, cette république du sud de la Géorgie ne semble pas être aussi soutenue par la Russie que les deux républiques du Nord. Et enfin, Aslan ne semble pas disposer d'un fort soutien populaire. En tout cas, c'est ce que pense le président, et son calcul est fondé. Il va organiser dans cette région autonome une nouvelle révolution des roses. La démission d'Aslan devient le cri de ralliement des manifestants. Affolé, le président quitte la capitale et se réfugie dans une base russe. Il leur demande de l'aide et eux lui conseillent de s'incliner et lui facilitent l'exil en Russie. L'ordre géorgien est rétabli en quelques semaines.
largement grâce à la bonne volonté de Vladimir Poutine, ce qui vaut à Saakashvili une hausse de popularité. Mais malheureusement, ça va faire naître chez lui un optimisme exagéré. C'est pourquoi il va décider de rééditer l'expérience en Ossétie. Il va tenter de miser sur la fatigue populaire. Dans un premier temps, en fin 2003, il va tenter de détacher la population ossète de son président en leur proposant une aide alimentaire et une plus grande autonomie. Mais il n'est pas entendu, la population se rassemble derrière son président, qui en appelle à la Russie, et Poutine fait comprendre à Saakashvili qu'il ne lâchera pas les Ossètes. N'écoutant aucun appel à la modération, et ne supportant pas que son autorité soit remise en question, ses collaborateurs s'en rendant compte à cette occasion, Saakashvili décida de lancer à l'été 2004 une offensive militaire contre l'Ossétie, qui sont lourdement armés par les Russes. C'est un désastre, militaire d'abord, car Saakashvili doit battre en retraite. International ensuite, en Russie évidemment, mais aussi en Occident, où une offensive militaire nuit à son image de héros d'une révolution démocratique. Et surtout, Abkhaz et Ossète décident de fermer leurs frontières et leurs relations diplomatiques avec la Géorgie. C'est afin de toute influence même formelle avec les deux républiques autonomes. Moscou va observer avec inquiétude les provocations de Saakashvili. Mais on continue le dialogue. En effet, il y a des négociations ayant comme sujet les bases russes en Géorgie. Un accord est conclu le 31 mai 2005. À première vue, ça semble être une grande victoire pour la Géorgie, puisque la Russie accepte de retirer ses troupes le 1er janvier 2008, à l'exception évidemment des troupes en Ossétie et en Abkhazie. La Russie retirera en effet ses troupes dans les délais prévus. Mais en échange, la Géorgie n'a plus le droit d'accueillir de troupes étrangères, ce qui, pour un pays qui veut rejoindre l'OTAN, est quand même problématique. Quelques années plus tard, le 17 février 2008, le Kosovo devient indépendant, ce qui montre un exemple aux républiques sécessionnistes, qui insistent de plus en plus brillamment pour être reconnues internationalement, ce qui provoque des tensions avec la Géorgie. De plus, il y a plusieurs escarmouches militaires en quelques mois. Tout cela va provoquer une forte hausse des tensions, et convaincu qu'il aura le soutien de Washington, Saakashvili décide dans la nuit du 7 au 8 août 2008 d'attaquer Skin-Valley, la capitale de l'Ossétie du Sud. Il est avéré que ce sont les Géorgiens qui ont déclenché les hostilités. Pendant cette nuit, les soldats russes résistent et les Géorgiens n'occupent qu'une partie de la ville. Le président russe, qui était alors en voyage en Chine, rapplique aussitôt et décide que la riposte sera lourde, 40 000 soldats et 2 divisions blindées. Il faudra 3 jours aux troupes russes pour expulser les forces géorgiennes de la capitale ossète. Dans le même temps, un deuxième front s'ouvre en Abkhazie, où les troupes russes, soutenues par leur flotte, commencent à déferler sur la Géorgie. Des troupes géorgiennes sont appelées d'Irak, mais rien n'y fait, la disproportion des forces est trop grande, et l'armée géorgienne est brisée. Globalement, les Occidentaux critiquent l'intervention, bien que la critique est modérée, sauf de la part de Nicolas Sarkozy, qui critique sévèrement la Russie, ce dont certains d'entre vous se souviendront encore. Le 16 août, seulement 9 jours après le début des combats, un cessez-le-feu est signé, qui inclut que les troupes russes doivent quitter la Géorgie, mais continuent à occuper l'Abkhazie et l'Ossétie. Pourquoi la Russie s'est-elle lancée dans une guerre où elle a a priori eu peu de bénéfices et où elle a abîmé son image? Cette question en pose une autre. Qui est vraiment responsable du conflit? Saakashvili, lui, a toujours dénoncé la Russie comme le seul responsable de cette guerre. Cette position qui a reçu de nombreux appuis, surtout au lendemain du conflit. L'opposition géorgienne, elle, a conclu que son président, trop sûr de lui-même et du soutien américain, est tombé dans un piège tendu par la Russie. Car si sur le temps court, Saakashvili est bien responsable du conflit, sur le temps long, la Russie voulait cette guerre. La cible n'était pas la Géorgie, mais l'Occident. Cette guerre signalait une limite à ne pas franchir. Pas du Caucase et de l'Ukraine dans l'OTAN, ce qui a fonctionné. Si la reconnaissance explicite d'une zone d'influence russe n'est plus acceptable au XXIe siècle, la reconnaissance d'une certaine modération là où les intérêts russes sont prioritaires est acquis depuis l'automne 2008.